Et proposer à Thomas oui, donc maître de conf, vous êtes maître de conf en management à Télécom Paris Tech, et ce qui nous a vraiment intéressé dans vos travaux à l'heure actuelle, c'est vraiment finalement ce focus sur le rôle du numérique dans les organisations, et à commencer par le rôle du mail. Vous êtes vraiment penché sur le mail. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, on a parlé dans nos ateliers d'Atos, cette fameuse entreprise qui souhaite s'embarquer, qui a essayé de s'embarquer sur le zéro mail, finalement qui n'y est pas arrivé, mais qui a quand même pu générer beaucoup de créativité autre que ça. Donc ça a été l'objet d'un de nos ateliers. À vous la parole, Thomas, pour partager avec nous votre regard sur l'efficacité collective. Merci Karine. Comme vous m'avez présenté, je vais gagner du temps de présentation en zappant cette partie et entrer directement dans le sujet. Donc effectivement, le sujet, c'est le sujet du mail. La question que je me suis posée, sans en être expert, c'est est-ce que le mail est en toutes circonstances un outil au service de l'efficacité collective ? Certains le croient, d'autres en doutent, et je crois faire partie des gens qui en doutent. Et donc la deuxième question que je me suis posée, d'un point de vue un peu plus prospectif, c'est est-ce que le mail résistera dans nos organisations ? Est-ce que, à moyen ou long terme, nous verrons encore des mails au sein de nos entreprises ou au sein de nos organisations au sens large ? Alors comme j'ai un timing assez serré, 8 minutes, je vais essayer de le respecter. Un peu plus ? Super. Ah bah c'est parfait. Alors 10 minutes, donc 10 minutes je prends. 10 minutes, je vais passer juste 5 minutes, première partie de mon exposé, avec une série d'observations qui me permettent de penser que le mail pourrait disparaître à court terme. Et puis deuxième partie de ma présentation, je vais essayer de donner les grandes caractéristiques des grands produits de communication qui pourraient remplacer le mail. Alors, la première observation que je voudrais faire sur le mail, c'est que c'est un outil qui ne sert pas seulement à échanger des informations dans les entreprises. C'est un outil qui fait l'objet de nombreux détournements. Certains d'entre nous utilisent le mail pour faire des to-do list, j'en fais partie. On met en gras les actions qu'il nous reste à réaliser. D'autres utilisent le mail comme un post-it numérique, donc on s'auto-envoie un mail pour se rappeler qu'il faut qu'on réalise une action. D'autres l'utilisent comme un outil de stockage, comme on peut accéder au mail en client léger. On est sûr qu'en cas de problème machine, on va avoir accès à son document de manière sauvegardée. D'autres l'utilisent encore pour distribuer les documents au sein des différents devices qu'ils ont. J'envoie mon document du PC de mon bureau vers mon mail pour le retrouver quand je serai chez moi. Donc en fait, il y a de nombreuses fonctionnalités au mail qui dépassent la simple fonction échange d'informations entre personnes. Alors, cette observation, elle n'est pas de nature à laisser entendre que le mail pourrait disparaître pour cette raison. Tous les produits sont détournés et c'est très bien ainsi. En revanche, ce qui est inquiétant pour le mail, c'est que les startups aujourd'hui adressent chacune de ces fonctionnalités avec des propositions de valeur enrichies. Je vous en donne juste une parce que j'ai pas le temps de trop rentrer dans les détails. Mais si vous prenez Dropbox, beaucoup mieux que le mail, ça vous permet de stocker vos documents et de faire de la distribution entre vos différents devices. La deuxième observation que j'aimerais faire sur le mail, c'est que le mail est aujourd'hui l'objet de beaucoup d'instrumentalisation. On instrumentalise le mail. C'est-à-dire que certains n'utilisent pas le mail pour l'utiliser, mais pour montrer qu'ils l'ont utilisé. Lorsque vous mettez en copie des personnes pour leur signaler, non pas le contenu du mail, mais pour leur signaler que vous avez bien envoyé le mail, vous avez instrumentalisé le mail. Lorsque vous envoyez un mail à une heure tardive, ça peut procéder d'un signal qui vous permet de signaler à vos collaborateurs que vous avez travaillé tard. Quand vous faites ça, vous instrumentalisez le mail. Et le problème de l'instrumentalisation du mail, c'est que ça crée une surabondance informationnelle et selon l'adage trop d'informations tue l'information, ça peut conduire, et on le sait tous, à une forme d'inefficacité collective. La troisième observation que j'aimerais faire sur le mail, c'est qu'en fait, en se posant la question est-ce que le mail va résister ou pas dans le temps, on peut quand même observer que aujourd'hui, il disparaît de certains endroits de plus en plus. Si vous prenez la relation client, alors j'ai un biais parce que je m'intéresse tout particulièrement aux startups, mais beaucoup de startups aujourd'hui gèrent les réclamations clients à travers leur compte tweet officiel. Ils n'utilisent plus le mail, ils se font interpeller en tweet et ils répondent en tweet de manière parfaitement transparente devant l'ensemble de la communauté. La deuxième observation, là où il disparaît aussi, c'est qu'il disparaît de certaines générations, donc je pense que on va en discuter avec la génération Y, mais
aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui a 18 ans, ma petite cousine Sonia, elle n'a pas de mail. Elle communique à travers WhatsApp, Snapchat, les textos, Messenger. On peut prendre 1000 outils de communication, mais elle n'a pas de mail. Et ça pose question aux entreprises parce que ces personnes-là sont les talents de demain et on observe une porosité entre les usages professionnels et privés. Les entreprises vont donc devoir intégrer les outils de communication utilisés dans la sphère privée par les nouveaux talents de demain, qui sont les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. La dernière observation, c'est qu'il ne faut pas oublier que le mail est un parti pris. Le parti pris du mail, c'est que on va contribuer à l'efficacité collective par un échange d'informations, mais dans un format donné, qui est celui de l'écrit, avec certaines contraintes. Si vous voulez envoyer une pièce jointe, il faut qu'elle soit inférieure à 10 mégas en général, et il faut que vous ayez l'adresse de votre destinataire. Tout ça est un parti pris. Et ce parti pris peut s'avérer non pertinent du point de vue de l'efficacité collective. Je vais essayer de vous le faire comprendre à travers une dimension de l'efficacité collective, dont Pascal a parlé, qui est celle de l'innovation. L'innovation est une dimension de l'efficacité collective. Discutons de l'apport du mail sur la propension des entreprises à innover. Mais en fait, il y a beaucoup de travaux de gestionnaires qui montrent que l'innovation naît en entreprise à travers la rencontre d'idées locales. J'ai un bout d'idée, vous avez un bout d'idée, on va échanger et de là va naître l'innovation. Donc c'est la rencontre entre deux idées locales qui crée l'innovation. On se dit, ok, le mail facilite les échanges d'informations, donc ça multiplie les occasions de rencontre entre deux idées locales, donc génial, le mail contribue à l'innovation. Mais en fait, c'est plus complexe, parce que d'autres chercheurs vous montrent qu'en réalité, les bouts d'idées, ce sont des savoirs qui sont tacites et qui ne sont pas explicites. Alors, un savoir explicite, c'est rendez-vous aujourd'hui à 9h en B312. Ça, c'est un savoir explicite, je peux le mettre dans un mail. Par contre, si je vous dis que la machine à café est cassée et qu'il faut faire plein de choses pour la réparer, soit je vous fais une notice de 40 pages et c'est illisible, soit je vous le raconte et en quelques secondes, je peux vous l'expliquer parce que ça relève du savoir tacite. Et on comprend bien que donc si l'innovation naît de la rencontre entre deux savoirs tacites, ce savoir tacite ne peut pas transiter par le mail. Et donc le mail est assez inadapté du point de vue de l'innovation comme outil adéquat. Alors, ok, ayant dit ça, alors je suis pas naïf, le mail a aussi beaucoup d'atouts. Et donc il a quand même une énorme protection, j'aimerais le dire avant de passer à ma deuxième partie. Le mail a une énorme protection, c'est qu'il bénéficie d'effets réseau. Alors, l'effet réseau, c'est quoi? C'est que depuis tout à l'heure, je parle des qualités intrinsèques du mail. Mais peut-être qu'il faut ne pas se soucier des qualités intrinsèques du mail, mais regarder combien de personnes l'utilisent. Un bien qui bénéficie d'effets réseau, c'est un bien qui est jugé sur le nombre de ses utilisateurs. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas la qualité du mail, c'est le fait que tout le monde l'utilise. Autrement dit, il est dans ce que les économistes appellent on est dans un équilibre de Nash. Autrement dit, il n'y a pas de déviation unilatérale possible. Ça veut dire quoi? Je vais le faire très simple. C'est-à-dire que je ne peux pas me séparer de mon mail parce que les autres utilisent le mail. Donc si je vais sur un outil concurrent, je ne pourrai communiquer avec personne précisément parce que personne n'aura cet outil. Donc on est dans une inertie et on est dans un tout le monde a le mail, donc il faut avoir le mail. C'est sans doute sa plus grande protection. Alors, si on fait un peu de prospective et qu'on se dit, ok, qu'est-ce qui pourrait remplacer le mail? Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder une entreprise. Il y a une entreprise qui s'appelle Slack et qui a sorti un produit éponyme, donc Slack. Cette entreprise, c'est une entreprise de la Silicon Valley et elle est intéressante à regarder pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle a connu une traction comme jamais dans la Silicon Valley une autre entreprise n'a connu. C'est-à-dire que en 8 mois, entre le moment où Slack sort son produit, Slack sort son produit, 8 mois après, c'est une licorne. Une licorne, ça veut dire que la valorisation de Slack est supérieure à $1 milliard. L'acquisition client de Slack est incroyable. Et pourquoi c'est important de regarder cette vitesse d'acquisition client de Slack? C'est parce que Slack, deuxième observation sur ce produit, a une ambition simple, tuer le mail. Donc Slack dit, je veux tuer le mail dans les entreprises. Et on voit qu'il y a une appétence marché pour cette promesse. Et troisième observation assez intéressante, c'est que Slack s'inspire des plus grands produits du numérique, Twitter, donc il y a un système de hashtag, de channel, très inspiré de la façon dont on communique sur Twitter, et très inspiré aussi de la façon dont on communique sur Facebook avec des timelines, des walls, etc. Donc c'est très intéressant de regarder Slack pour essayer de définir les grandes caractéristiques de ce que pourraient être les produits de communication demain en entreprise. Première observation, ces entreprises, et Slack en particulier,
considère l'information comme une donnée éphémère. Le mail vous permet l'asynchronie. On stocke la data et on la traite a posteriori. Si vous regardez Twitter, Facebook, Slack, la priorité est donnée en fonction de la date à laquelle l'information a été réalisée, créée. Prioriser une information avec le mail, c'est très complexe. Peut-être que certains d'entre vous mettent un point d'exclamation, peut-être que certains d'entre vous mettent urgent dans l'objet du mail. Je suis pas certain de l'effet et de l'impact que cette pratique a sur le destinataire. Alors si on l'assume, on peut aussi considérer que la priorité doit être donnée uniquement aux informations lorsqu'elles naissent et que donc l'information a une valeur qui s'estompe dans le temps. C'est le parti pris de Slack. Ça veut dire, parce que Karine a parlé de temps long, Pascal aussi, ça veut dire que ces outils de communication privilégient l'urgence, la réactivité, l'agilité sur l'analyse. Et dans un monde accéléré, alors, je me fais un peu l'avocat du diable justement pour créer le débat, mais dans un monde accéléré, ça peut avoir du sens. Deuxième caractéristique de ces outils, comme Slack et les autres, c'est que ces outils reposent sur une architecture many to many. Le mail, c'est one to many. Je vous envoie un mail, et par le fait que le mail est one to many, je peux jouer sur les asymétries d'information. Je peux décider de qui a l'information. Ces outils, tout le monde accède à toutes les informations. Alors ça pose des questions de confidentialité, évidentes, mais en tout cas ça résout la question de l'asymétrie d'information qui peut être à l'origine d'inefficacité collective. Et dernière observation sur ces outils, c'est qu'ils inversent la problématique de la responsabilité sur l'accès à l'information. Si vous n'avez pas l'information, c'est parce que je ne vous l'ai pas donnée avec un mail. En revanche, avec ces outils, si vous n'avez pas l'information, c'est que vous n'avez pas été la chercher. Donc il y a une facilité à aller chercher les informations par le hashtag, donc on va méta-qualifier les informations. On va aussi pouvoir interpeller nominativement avec, pour ceux qui ont l'habitude de Twitter avec les arrobases, où on voit même d'ailleurs que le arrobase vient dans les mails avec l'interpellation quand on fait un mail collectif pour dire cette phrase-là s'adresse à toi. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que avec ce type d'outil, vous êtes responsable de l'information à laquelle vous accédez. J'en ai fini, et si vous avez des questions, évidemment, vous m'envoyez un mail. Il y a une question brûlante pour Thomas, ou est-ce qu'on garde ces questions? Vous gardez vos questions, d'accord, pour la fin de la table ronde. Bon, merci beaucoup Thomas. C'était très important d'avoir un éclairage ce matin sur vraiment la question du numérique. Est-ce que le numérique nous rend plus efficaces ou moins efficaces collectivement? Guillaume Peter a d'ailleurs organisé tout cet atelier dans lequel vous êtes intervenu, Thomas, justement sur cette question qui a été un des grands moment fort en fait de notre réflexion prospective. Et puis comme troisième éclairage de cette table ronde ce matin,